Bienvenue au Bulletin des régions. Au sommaire, cette semaine, à Tadoussac, les ministres Guilbeault et Charette annoncent l'optimisation du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. À Sainte-Anne-des-Monts, on célèbre la diversité culturelle. Dans Port-Neuf, l'avenir de cette église est en jeu et pose la question de la préservation des cœurs des villages. Dans le Bas-Saint-Laurent, une cohorte de 11 entreprises participe à l'initiative L'économie sociale, j'achète. À Causapscal et Amqui, les écoliers font l'incubation des œufs de saumon. À Joliette, une levée de fonds au profit de Moisson-Lanaudière. À Forestville, l'homme fort Hugo Girard s'entraîne au gymnase pour garder la forme. Et à Gaspé, le film J'ai placé ma mère sera présenté en ouverture du festival Vue sur mer. Bonne émission. Le Bulletin des régions est rendu possible grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Vous verrez donc, au cours de la prochaine heure, des reportages provenant de partout au Québec. Bonne émission. Les ministres Stéphane Guilbeault ainsi que Benoît Charette étaient à Tadoussac pour présenter la nouvelle stratégie d'optimisation du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Et Marc-André Pépin de TCBH nous a préparé des extraits des allocutions des ministres qui expliquent pourquoi ce parc sera agrandi à 4 fois sa grandeur initiale. Au cours des prochains mois, nous travaillerons étroitement avec le gouvernement du Québec, le comité de coordination du parc marin, les Premières Nations, l'ensemble des acteurs du milieu et la population à définir les modalités d'agrandissement du parc marin. Mais à terme, nous espérons pouvoir quadrupler la taille du parc. En temps opportun, nous tiendrons également une consultation publique pour bien ficeler ce projet d'envergure. La crédibilité du parc marin s'est construite sur la concertation, sur la mobilisation des différents acteurs et sur le travail conjoint à l'atteinte d'objectifs communs. Et ces bases nous porteront encore plus loin. La vision d'un parc marin agrandi sera développée dans le même esprit. J'ai bien hâte de voir jusqu'où nous irons, tous et toutes ensemble, pour la protection de l'estuaire et du fjord. Merci beaucoup. C'est une expérience heureuse depuis 25 ans, oui, mais le travail n'est pas terminé. Steven l'a mentionné, on parle beaucoup du beluga. Il n'y a aucun doute que ces travaux-là, ces dernières années, ont été profitables à l'espèce, mais on voit qu'il y a encore certains risques. C'est une espèce qui continue d'être menacée, qui diminue en nombre aussi au fil des années. On a essentiellement un petit peu moins de 40 de son territoire actuellement qui est couvert à travers le parc marin. On vise maintenant le couvrir à 100 pour accentuer justement sa protection. On le sait, au niveau des femelles, au niveau des veaux aussi, il y a des particularités, donc il n'y a aucun doute que cet agrandissement-là sera profitable. On parle du beluga, mais c'est 2200 espèces qui sont recensés sur le territoire. Donc oui, le beluga, c'est emblématique, c'est quelque chose auquel on se réfère aisément dans la région, notamment à la grandeur du Québec. Mais il y a 2200 autres espèces qui profiteront de cette protection. Et protection, puis il y a plusieurs acteurs qui peuvent en témoigner. Il y a souvent ces doutes-là. La protection, quelles sont les contraintes, quels seront les impacts au niveau du développement économique notamment. Mais je pense qu'il y a plusieurs acteurs aujourd'hui qui peuvent dire à quel point le parc marin a été une formidable occasion de mettre, l'expression est bonne, mettre sur la map en quelque sorte le secteur parce qu'il y a une promotion. Il y a des campagnes de publicité qui viennent s'ajouter pour inciter les gens à venir visiter ces beautés naturelles-là. Donc même d'un point de vue strictement économique, on y trouve notre compte, mais il ne faut pas perdre non plus le but scientifique derrière ça, c'est-à-dire la protection des espèces.
À Sainte-Anne-des-Monts, on a célébré la diversité culturelle avec des Gaspésiens originaires du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de l'Érythrée, de l'Algérie, de la France et des Philippines. Un reportage de Sophie Ricard de Télésoleil. Philippe Beauchemin, agent de mobilisation pour le service d'accueil des nouveaux arrivants de la Haute-Gaspésie. Ce soir, on vit la 11e édition du Souper de la diversité culturelle. On est vraiment contents. Ça se passe dans le cadre des Journées de la diversité culturelle en Gaspésie. Donc, partout en Gaspésie, il y a des initiatives comme ça qui se passent. Finalement, aujourd'hui, c'est l'événement de clôture de toute une dizaine d'activités qu'on a faites durant les derniers jours là, pour célébrer cette diversité-là. Le souper, en fait, c'est la nourriture, c'est un prétexte. C'est seulement un prétexte pour se rassembler tout le monde ensemble, provoquer les rencontres, favoriser les échanges. On veut que les gens de Sainte-Anne-des-Monts et de la Haute-Gaspésie s'imprègnent des différentes cultures avec lesquelles ils coexistent au quotidien maintenant. Donc là, c'est environ 20-25 cuisiniers de partout dans le monde qui ont fait des repas chez eux, puis qui les ont amenés ici, des repas d'origine de leur pays, qu'ils ont partagés avec tout le monde. Donc, on a eu deux tables de buffet gigantesques. On a été super heureux de ce qui s'est passé. Donc, je trouve que c'est un bel événement pour le partage, pour la découverte. Puis les gens ont été super réceptifs, c'est qu'on peut pas demander mieux. Là. Super choyé cette année. Là. On a eu 20 à 25 bénévoles. C'est dur d'évaluer en ce moment parce qu'il y a des gens qui se sont rajoutés dernière minute. C'est des gens qui viennent de partout dans le monde. Maroc, Cameroun, Érythrée, Côte d'Ivoire, Algérie, France, Philippines. Donc, partout. C'est des gens qui ont des horaires super chargés, mais qui ont quand même pris le temps aujourd'hui de cuisiner toute la journée, voire plusieurs jours d'affilée. Des beaux menus, je pense qu'ils étaient fiers de présenter ça, puis les gens ont été contents de pouvoir déguster ces plats-là. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de manger camerounais à Sainte-Anne. Puis on a été aussi accompagnés par une quinzaine de bénévoles, là, qui, sans eux, là, on n'aurait rien pu faire. Là. Placer la salle, servir les gens, ramasser. C'est vraiment un gros travail d'équipe. Puis évidemment, toute l'équipe du SANA, là, May, Pascal, Abdou, qui ont été là depuis des semaines là, à planifier ça avec moi. Là, ça a été vraiment un beau travail d'équipe. On est vraiment contents. Si est si accueillante que ça, c'est un peu à cause de Christine Normand. Merci d'avoir... Même si tu viens de Matane, tu représentes très bien la Haute-Gaspésie. Tu es une excellente ambassadrice. Puis je te remets un petit cadeau qui en témoigne. Tu es une personnalité accueillante à vie. Je te remets une petite plaque. C'est donc bien fin! Christine Normand. J'ai été coordonnatrice du service d'accueil des nouveaux arrivants à Haute-Gaspésie de 2012 à 2021. Et j'étais là au début là, de la création là, des journées de la diversité culturelle et donc de cet événement ici, le souper de la diversité culturelle. Christine, pour moi, personnellement, c'est beaucoup de choses. C'est elle qui m'a trouvé ma maison dans laquelle j'habite, que j'ai achetée. C'est que sans elle, je ne serais pas à Mont-Louis, je ne serais pas en Haute-Gaspésie aujourd'hui. Mais plus largement, ça a été la coordonnatrice depuis 10 ans et plus du service d'accueil des nouveaux arrivants. Ça a été le cœur de tout ça. Ça a été l'investigatrice du souper. Donc là, aujourd'hui, on n'avait pas le choix de souligner son apport, qui est tellement immense. Donc, on lui a rendu un petit hommage. Jean-Simon Vigneault, son ancien patron, qui est le mien maintenant, a souligné ça avec une belle plaque. Donc, Christine va rester pour toujours une ambassadrice de la Haute-Gaspésie. Puis, on est très fiers de pouvoir poursuivre ça dans ses pas. Ah, j'étais tellement touchée. Je m'attendais pas à ça. En fait, Philippe m'a demandé de venir parler un peu de l'historique de l'événement, puis un peu de la transition, le nouveau visage, tu sais, de faire un peu une transition avec l'avant et maintenant. Puis d'ailleurs, c'était super chouette avec Philippe. Je trouve qu'il fait une super job. Il a repris l'événement comme je l'avais laissé, puis il a rajouté sa touche. Fait que je trouve ça vraiment fantastique. Parce que c'est vrai que les gens, je pense qu'ils associent beaucoup cet événement-là à moi. Puis là, c'est comme si j'y passais le flambeau. Je trouvais ça beau. Puis en même temps, pendant que j'étais sur la scène, mais c'est ça, ils m'ont surpris là, avec un bel hommage, des fleurs, puis une petite plaque honorifique pour tout l'amour que j'ai donné dans mon travail pendant le temps que j'étais au service d'accueil des nouveaux arrivants. J'étais bien honorée.
La question de l'avenir de nos églises est préoccupante partout au Québec et Charles Laviolette de CJSR revient sur la question. Cette fois-ci, il nous présente un reportage qui nous parvient de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Portneuf. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est la fabrique, la nouvelle fabrique qui a été fusionnée il y a environ 4-5 ans, qui oriente tout le secteur ouest du comté de Portneuf. Il reste 7 églises. Il y a Deschambault, il y a Grondines, il y a Saint-Gilbert, il y a Saint-Marc, il y a Saint-Alban, il y a Saint-Thuré, il y a Saint-Casimir. Et on avait Saint-Tubal, mais présentement, Saint-Tubal, la municipalité a fait l'acquis de cette église-là présentement. C'est compliqué, on le sait que présentement, nos églises du comté de Portneuf, on est en discussion sérieusement. On le sait que c'est pas rentable, nos églises, c'est pas rentable. On s'attend qu'il va se passer de quoi dans les prochaines années. On ne sait pas quand, dans les prochains mois, prochaines années. On est en étude présentement. Mais c'est sûr qu'il va se passer de quoi bientôt sur le dossier de Sacré-Cœur de Jésus. Quelle église qui va rester ouverte, on ne le sait pas. Mais c'est sûr qu'on n'aura pas le choix de trouver des solutions pour chaque bâtisse. Regarde, c'est l'argent qui manque pour faire virer ces églises-là présentement. Là. Il nous reste 7 églises, puis là, mais c'est Sacré-Cœur Jésus qui est responsable des 7 églises, vu que la fusion est faite. C'est ceux qui n'auront pas l'argent pour faire vivre ces 7 églises-là, c'est sûr et certain. Moi, personnellement, je vois les municipalités, je les ai bien avertis de commencer à réfléchir. Parce que je trouve ça de valeur, ces belles bâtisses qui ont été bâties par nos ancêtres gratuits. Les terrains ont été donnés gratuits par nos ancêtres. Qu'est-ce qu'on fait avec ces bâtisses-là présentement? Moi, je demande aux municipalités de s'impliquer de plus en plus. Ça se discute, ça pense. Il y a des municipalités qui réfléchissent. Fait que c'est l'avenir qui va nous le dire qu'est-ce qu'on fait. On a commencé de même, puis regarde, Saint-Tubal s'est présenté avec un projet, puis on a dit oui. Fait que je ne peux pas vous dire laquelle église qui va rester ouverte pour tout de suite. L'église de Saint-Tubal, présentement, est comme louée à la fabrique de Sacré-Cœur de Jésus. Pour les messes, les cultes, le culte en avant, puis tout ça, c'est loué. Présentement, il y a des beaux projets que la municipalité a. Ils veulent faire une bibliothèque à l'intérieur. Ils veulent faire... ça va être changé en salle communautaire. Ils ont un beau projet. Ici, on est à Saint-Gilbert, une petite église. C'est une des plus petites églises de Sacré-Cœur de Jésus, avec la celle de Saint-Uribe. C'est une église... il y a une messe une fois par mois. Une très belle église. Le son est très, très bon. Il y a déjà eu des spectacles ici qui se font. Ils disent que c'est merveilleux chanter dans cette église-là. C'est notre petite église qui est 1925. Elle est ici depuis 1925. On a eu un projet du biomasse pour chauffer tout le centre communautaire, l'ancien presbytère qui est à côté de l'église et l'église ici. Puis ça marche très, très bien. Puis on sauve quasiment 50 des coûts pour chauffer cette église-là ici. Présentement, ça nous coûte entre 6 et 7 000 chauffer l'église ici, présentement. Et si on arrêtait à l'huile ou au mazout comme avant, là, ça aurait coûté des 15 à 16 000 comme il faut. En 2023, là, ça aurait coûté ça facilement. On peut dire que présentement, dans le secteur ouest, je peux le dire, ça, la plus rentable présentement, c'est la celle de Saint-Marc-des-Carrières. C'est la celle de Saint-Marc. C'est une église neuve, c'est une église qui est très bien isolée. C'est une église que la chauffer, puis tout ça, c'est le plus rentable présentement. On parle de Saint-Uribe, c'est une église qui est plus vieille, c'est une des églises qui est plus vieille dans le secteur ouest. Saint-Uribe a acquis l'église pour faire une exposition Riopel, qui va être dans cette église-là, fait qu'ils ont pris l'église une partie pour l'été. Saint-Alban, la municipalité a un projet que j'ai attendu dire, il ne nous a pas été présenté encore, mais il y a un projet peut-être qui s'en vient pour Saint-Alban. Saint-Casimir, on sait que Saint-Casimir, c'est une très belle église, c'est quasiment une cathédrale. Cette valeur de cette église-là, c'est gros, c'est très, très gros.
On ne le sait pas, on ne le sait pas. Les Chambaud-Gondine, mais c'est des églises classées. Quand une église est classée, c'est plate un peu pour nous autres, mais les églises qui sont classées, ils sont tout le temps tenus à avoir des subventions plus que nous autres. Pour garder le cachet de cette église-là, le ministère de la Culture sont là pour aider. C'est ça qui est l'avantage pour eux autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Qu'elle soit classée ou non, moi je tiens à ces belles structures-là. Là. Enlever une belle structure-là dans une paroisse, il n'y a plus rien dans la paroisse. Là. Bien là, il faut garder ces bâtisses-là en bon état, mais ça prend des sous pour faire ça en bon état. Là. Puis là, on le voit que les sous baissent, là, mais on essaye toujours d'emmener nos pratiquants à l'Église pareil. Là. Pour moi, c'est autant important attirer nos gens à l'Église et à l'entretien de ces bâtisses-là, de ces bels édifices-là. Nos sous qu'on avait, notre bas de laine qu'on dit, mais là, il est rendu bas en Moses. Puis c'est pour ça qu'on s'est parlé entre les gens, puis là, on se dit, mais là, tantôt, là, c'est Sacré-Cœur Jésus qui est responsable de nos églises. C'est Sacré-Cœur Jésus qui va payer si le bas de laine il est vide, mais là, on va piger dans les autres communautés, là. L'argent des autres communautés, là, parce que c'est pour faire vivre l'Église de Saint-Gilbert. C'est là que ça ne sera pas juste tantôt. C'est là que la discussion s'en vient, là, sérieux. Est-ce qu'on va prendre le bas de laine de Saint-Marc-des-Carrières pour payer le biomasse site? C'est pas juste pour les concitoyens de Saint-Marc-des-Carrières. Ça, c'est un exemple. Autant pour des Chambaud-Gondine, Saint-Casimir. C'est là que la discussion s'en vient sérieusement. L'archevêché veut vendre les églises au prix des terrains. On n'est pas d'accord avec ça parce que on ne peut pas vendre un terrain qui a été donné par nos ancêtres. Puis moi, je trouve pas ça juste. Puis on n'est pas dans la Ville de Québec. Les terrains, là, ils ne valent pas une valeur comme la Ville de Québec. Moi, j'aimerais bien que les municipalités s'impliquent beaucoup, qui gardent cette belle bâtisse-là dans chaque paroisse, qui trouvent des solutions, qui la vendent une pièce, là, que les municipalités s'en occupent. Puis ça va rester encore la très belle bâtisse qui a été bâtie par nos ancêtres. Si les gens veulent garder ces belles bâtisses-là aussi, mais il va falloir qu'ils pensent aussi sérieusement à contribuer, là, parce que l'argent ne tombe pas du ciel encore. Là. Dans le Bas-Saint-Laurent, 18 municipalités, MRC et organismes publics participent à l'initiative L'économie sociale, j'achète. Et Marc Després de TV Métis nous a préparé un reportage. On y voit, entre autres, les entreprises d'économie sociale qui vont bénéficier de cette initiative. Eh bien, M. Bérubé, donc aujourd'hui, on lance un projet pilote au niveau du Bas-Saint-Laurent, au niveau de l'économie sociale. D'où vient cette idée? En fait, c'est un projet, c'est une initiative qui s'appelle l'économie sociale j'achète, c'est-à-dire que c'est la base de ce projet-là, c'est de créer des partenariats entre des acheteurs publics, on parle des villes, les MRC, des grandes institutions comme les cégeps, l'université et des entreprises d'économie sociale, donc des coopératives et des organismes à but non lucratif avec volet marchand. C'est une initiative qui a été développée par le Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal en 2013. C'est en fait, c'est le pôle régional de l'île de Montréal. Nous, on est le pôle du Bas-Saint-Laurent. On est en excellente relation depuis toujours, en fait, depuis la naissance de notre pôle. Et nous, on voulait implanter ce programme-là. Par contre, c'était pas évident. Et là, on a eu la possibilité d'avoir un projet qui était subventionné par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et pour justement pouvoir implanter ça dans le Bas-Saint-Laurent avec le mentorat, l'accompagnement du CESIM, qui est l'initiateur du projet. Eux autres, ils développent actuellement leur 6e année. Ça fait que donc, on est très bien accompagnés et en fait, c'est sûr, là, ça a commencé à la fin de l'été 2022 et là, aujourd'hui, c'était le lancement des partenariats. On a quand même fait signer une déclaration d'engagement en faveur de l'économie sociale à 18 partenaires.
Donc, les villes, les MRC, on a 6 MRC sur 8, ce qui ne veut pas dire que les 2 qui n'ont pas signé encore ne le feront pas. Des fois, c'est juste des questions de délai. Plusieurs villes, les villes de centralité, l'Hydro-Québec, l'Université du Québec à Rimouski et le Cégep de Rivière-du-Loup. Et est-ce que c'est vous qui les avez sollicités à ce moment-là ou c'est de par l'expérience avec Montréal? Non, c'est nous. On a fait la sollicitation. On a aussi formé, parce qu'il fallait former une cohorte d'entreprises pour un projet pilote. Parce que le projet pilote, en fait, c'était comme de créer des partenariats entre une certaine quantité d'entreprises d'économie sociale et pas dans un premier temps sur l'ensemble des entreprises du Bas-Saint-Laurent, parce qu'il y a à peu près... Nous, on a 187 entreprises membres. La cohorte pilote, la cohorte du projet pilote, et c'est 11 entreprises de différents domaines et évidemment de différentes provenances de l'ensemble du territoire. Donc, c'est un peu eux autres qui, cette cohorte de 11 entreprises-là représente en fait les entreprises d'économie sociale. C'est comme le premier pas vers un élargissement des relations entre les acheteurs publics et les entreprises d'économie sociale. Et on parle d'un engagement, donc c'est quel engagement qu'ils doivent prendre? Bien, l'engagement, c'est de ouvrir leur marché, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à considérer les entreprises d'économie sociale. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de niveau. On ne leur demande pas je sais pas moi, de mettre 250 000 par année en économie sociale. Non, il n'y a pas de pourcentage. C'est juste, en fait, c'est une déclaration d'engagement qui est comme vraiment un appui symbolique, une reconnaissance et un appui symbolique à l'économie sociale dans le Bas-Saint-Laurent. Et on est dans un terreau fertile parce que, de toute façon, les MRC et les villes du Bas-Saint-Laurent sont déjà très sensibilisés à l'impact de leurs entreprises d'économie sociale. Donc, ça a été relativement simple. Plusieurs téléphones, plusieurs courriels, mais on est très, très, très content du résultat. Et comment vous avez fait pour choisir les 11 là, qui ont embarqué? Bien, en fait, on n'a pas fait de sélection comme telle parce que les 11 qu'on avait, on est allé les chercher un à un. Ça, parce que c'est une première initiative. Donc, on a fait un appel d'offres. On les a appelés, on leur a dit, on leur a présenté les avantages parce que ce qui est important de savoir, c'est que aussi les entreprises qui participent à ça, ils ont un certain montant à payer, mais ils ont un programme de formation très élaboré, 35 heures de formation, des heures de coaching, puis en fait, même leurs frais de déplacement sont remboursés. Et évidemment, on les met en contact et se retrouvent sur une page, sur une page de notre site web qui présente leurs produits et services avec les contacts vers leur site puis tout ça. Donc, oui, en fait, on est allé chercher pour une première cohorte, ceux qu'on a été capable d'aller chercher. On n'a pas eu à faire une sélection. Donc, éventuellement, parce que je pense qu'on pense à une phase 2 éventuelle. On pense à une phase 2. On y pense. Mais fort probablement qu'à l'automne, il y a quelque chose qui va se faire à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, donc les gens vont voir aussi qu'est-ce que ça a été créé et qu'est-ce que c'est exactement. Oui, exactement. Maintenant, il y a une base qui existe, ce qu'on n'avait pas au départ. Quand on va solliciter nos entreprises pour embarquer dans une deuxième cohorte, on va dire, regardez qu'est-ce que c'est. Il y a ça comme programme de formation. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en bout de ligne, on a déjà 18 signataires de l'engagement. Et il y en a d'autres c'est clair qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Et il y a aussi ce qu'on appelle le carnet contact qui est sur le site, qui présente vraiment en profondeur les produits et services de votre entreprise. Et puis, on sait que l'économie sociale, quand même, au Bas-Saint-Laurent existe depuis plusieurs années. Est-ce que les gens commencent à comprendre qu'est-ce que c'est? Bien, on continue toujours La sensibilisation. Oui. La sensibilisation, c'est un travail, je dirais, sans dire que c'est un travail à temps plein, mais de plus en plus, oui, les gens comprennent de plus en plus. Et c'est très facile de faire comprendre c'est quoi les impacts de l'économie sociale. À prime abord, c'est les retombées dans le milieu, les retombées directes dans le milieu. Donc, quand tu achètes en économie sociale, ça reste chez toi. Tu investis dans ton capital humain, tu participes à la rétention des gens chez toi, puis voilà.
Et si peut-être qu'il y a un organisme qui se demande s'il pourrait être membre d'Économie sociale Bas-Saint-Laurent, à ce moment-là, il vous contacte directement? Oui, absolument. Absolument. Dans un premier temps, il y a, de toute façon, nous, on les invite toujours à consulter notre site, qui est économiesocialebsl.com. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le formulaire d'adhésion. Il y a toute l'explication de c'est quoi une entreprise d'économie sociale, parce qu'il y a quand même des critères. Et par la suite, bien là, s'ils peuvent devenir membres, si leur statut d'entreprise d'économie sociale est déjà reconnu, il n'y a aucun problème à ce qu'ils deviennent membres. Sinon, bien, on fait affaire avec les CLD ou les MRC. Dans le cas de la Métis, bien, c'est Métis en affaires, avec qui on est en contact constant. Puis, non, c'est très simple. Et puis à ce moment-là, donc Montréal en est rendu à une 6e cohorte. Donc, est-ce qu'on a espoir d'avoir un tel succès ici aussi? Bien, on verra. Vous poserez la question à mon successeur, parce que moi, je ne serais pas là pour une 6e cohorte, ça, c'est sûr. Mais merci beaucoup. Merci. Des écoliers de Causa-Abscal et Amkoui incubent des œufs de saumon. Et Marc Baudouin de TVC Matapédia nous a préparé un reportage. Le projet d'incubation des œufs de saumon est en cours actuellement dans 2 écoles primaires de la Matapédia, soit l'école Saint-Rosaire à Causa-Abscal et l'école Sainte-Ursule à Amkoui. Pour en apprendre plus sur le projet, je vais aller rencontrer Sébastien Thibault et Sacha Parent, qui sont chargés de projet à la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. C'est ici que ça se passe. Je suis en compagnie de Sébastien Thibault et Sacha Parent. Bonjour les gars. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. On est ici pour parler du projet d'incubation des œufs de saumon. C'est quoi ce projet exactement? En fait, c'est un projet éducatif qui est en collaboration avec la FQSA, qui est la Fédération québécoise du saumon de l'Atlantique. C'est vraiment pour voir tout le cycle de la vie du saumon. Du début de sa conception jusqu'à ce qu'il soit assez adulte pour aller dans l'eau? Bien, à partir de l'œuf. Quand on les reçoit, ça se trouve avec des œufs. Là, à l'heure qu'on se parle, c'est des... ça se trouve avec des alevins vésiculés, qui se trouvent avoir une poche en dessous du ventre, qui est leur nourriture. Puis à mesure que ça se résorbe, ils vont monter à la surface, puis on va commencer à les nourrir. Pour vrai, pour qu'ils grossissent plus. Et ce processus-là, il dure combien de temps? Environ 4 mois. On a déposé les œufs le 17 février. Puis normalement, à fin mai, on les relâche dans les cours d'eau avec les élèves. Ouais. Là, vous parlez que c'est un projet éducatif, donc c'est pour ça qu'on est dans une école aujourd'hui. On est à l'école Saint-Rosaire de Causa-Abscal. Et puis, vous avez d'autres aquariums aussi d'installer dans d'autres écoles, dont Sainte-Ursule à Amkoui. Donc, c'est éducatif. Vous êtes dans les écoles, donc ça veut dire que les élèves participent à ce projet? Oui, absolument. Ça se trouve avec les professeurs puis les élèves qui s'occupent de l'aquarium. Nous, on fait une tournée toutes les 2 semaines pour s'assurer que tout fonctionne bien. On va vérifier, là, comme là, présentement, là, il y avait, avant que vous arriviez, on a nettoyé l'aquarium, pardon. Donc, il y avait des œufs qui n'étaient pas éclos, eux, ils vont rester donc à ce stade-là, donc ils sont morts. Donc, on les enlève, on fait le nettoyage de l'aquarium, en gros. Est-ce que je comprends, votre rôle, vous, c'est de faire l'entretien et s'assurer que tout se passe bien? Oui, exactement. On supervise le projet. Êtes-vous aussi en contact avec les jeunes quand les jeunes font les activités ou c'est juste les enseignants? On est en contact avec les enseignants. Puis, quelquefois, ça peut arriver, là, des fois, qu'on va voir les jeunes ou si jamais ils ont des questions, bien, on est là pour répondre à leurs questions également. Et comment ça se passe? J'imagine que les jeunes doivent trouver ça passionnant de voir ça. Oui, c'est ceux qui trouvent ça passionnant, surtout lors de la sortie pour... quand ils ont la chance de manquer de l'école, on va dire, ils sont tout le temps contents. Oh, oui, non, c'est ça. Exact. Là, les jeunes sont super captivés. Comme quand on était quand on est arrivé avec les œufs, on est rentré dans la classe à Sainte-Ursule. Les jeunes étaient tous visage souriant. Ils étaient de bonne humeur. Ils sont contents de nous voir arriver avec les œufs de saumon. Puis même, on arrive de Sainte-Ursule tantôt, il y avait une autre classe qui ne participait pas au projet. Puis il y avait des jeunes qui étaient là. Ah, madame, est-ce qu'on pourrait aller voir les œufs de saumon, là, les saumons, est-ce qu'on pourrait aller les voir? Fait que c'est super intéressant pour les jeunes. Là. Les jeunes sont vraiment intéressés. Ils sont captivés. Ouais.
Oui, puis justement, un peu pour ça que vous faites ça éducatif, parce que c'est important de sensibiliser les jeunes au saumon, dans le fond. Oui, bien, c'est pas juste question du saumon. La nature en général, voir le cycle de la vie, comment que ça se passe. C'est vraiment intéressant. Et il y a des questionnaires avec les professeurs. Puis pour vouloir avoir plus d'informations, allez sur le site Internet de FQSA. Tout est en détail, les projets éducatifs, tout. Vous avez tout là, sur le site Internet. Là, on parlait que vous étiez à l'école d'Écosapscal et de Amkoui. Ça fait combien d'années, juste avant, ça fait combien d'années que le projet existe? Le projet existe depuis une quinzaine d'années. Au départ, c'était un projet pilote avec FQSA, mais ça fait présentement 15 ans que ça dure. Puis moi, c'est ma deuxième année. Là, je prends la relève cette année. Moi, c'est ma première année que je fais le projet avec Sébastien. Avant, il y avait M. Jacques Lemieux là, qui était en charge du projet avec Sébastien. Oui, Jacques Lemieux s'est occupé du projet pendant au moins 10, c'est pas 13 ans. Mais là, il commence à préparer sa retraite. Ouais. Donc, c'est dans la Matapédia, vous êtes à Amkoui et Écosapscal. Vous étiez aussi les autres années à Saint-Léon, ce qui n'est pas le cas cette année. Non, parce que l'école de Saint-Léon ne s'est pas inscrit au projet. Je ne connais pas la raison, là, mais ils ne se sont pas inscrits au projet cette année. Des fois, ça peut être peut-être face au manque de personnel ou d'étudiants. On n'est pas au courant. C'est sûr que, par exemple, si l'année prochaine, ils veulent s'inscrire au projet, il y a toujours possibilité. Ouais. Ça va se poursuivre. Et puis, là, vous dites, ça en a pour 4 mois. Donc, vous allez les voir grossir, vous allez les nourrir. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Mais quand on arrive à fin mai, on va les relâcher d'un cours d'eau avec les élèves et les professeurs. On va les relâcher directement à la rivière, ici à Côte-Obscure, au centre-ville, Sébastien. À Pointe-du-Curé. Okay. Donc, avec les jeunes, ça va être intéressant aussi. Ils doivent aimer cette partie-là. Oh, oui, les jeunes, ils aiment vraiment ça beaucoup. Ils peuvent manquer une petite journée d'école, des fois, c'est plaisant. Là. Ouais. On va revenir un petit peu parce qu'on a parlé un peu de la fédération, mais c'est eux autres qui chapeautent le projet, qui fournissent les œufs puis qui fournissent le matériel, tout. Absolument. Oui, mais les œufs sont fournis à partir d'une pisciculture à Tadoussac. Qui se trouve à venir, la biologiste elle nous emporte les œufs au bureau de la corporation, puis nous, on vient les déposer. On les a déposés le 17 février. C'est fait. On les reçoit, ils sont dans des thermos identifiés de la FQSA. Donc, c'est ça, là, on les reçoit, ils sont environ... comment ça fonctionne, les œufs de saumon? C'est à peu près. Oui, c'est ça, là, aux alentours de 400 degrés jour qu'on les reçoit. Là. Donc, il leur reste à partir de là peut-être une semaine ou deux là, à éclore, tout dépendant du degré de l'eau. Donc, en parlant justement de la température, il y a une température qui était respectée, je pense aussi? Normalement, c'est 4 degrés. Okay. Mais 4 à 6 degrés, il n'y a pas de problème. Là, comme là, ici, ils sont plus développés que dans l'autre école parce que la température était à 8 degrés. Là, on a redescendu le refroidisseur. Okay. C'est parce que c'est compté en degrés jour. Quand on reçoit les œufs, là, ils ont environ 400 degrés jour. Il est l'eau à peu près aux alentours de 415-420 degrés jour. Degrés jour, dans le fond, ça s'accumule. 4 degrés, 8 degrés, ainsi de suite, jusqu'à l'éclosion. En ayant l'eau à 8 degrés, mais ça allait accélérer le processus de degrés jour. C'est pour ça qu'ils sont développés plus rapidement. Ici, là, on dirait qu'ils ont comme une semaine de plus, seulement à cause des degrés parce que l'eau était plus chaude. À Sainte-Ursule, ils sont un petit peu plus petits que ce qu'on a présentement ici à Saint-Rosaire. Mais, je veux dire, ça ne va pas toucher le cycle de vie du saumon, là, du tout. C'est seulement qu'ils vont grandir plus vite. Commencer à nourrir plus tôt, dans le fond. Fait que ça ne change rien pour leur développement. Il n'y aura pas rien. C'est juste que ça va plus vite. Écoute, c'est super intéressant. C'est vraiment un beau projet. Super beau projet. Fait que Sébastien Thibault, Saja Parent, merci beaucoup de nous avoir reçus, de nous avoir expliqué ce beau projet-là. Moi, je trouve ça vraiment fantastique. Puis pour les jeunes, c'est vraiment formidable. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez suivre les activités de la Fédération québécoise pour le saumon d'Atlantique par l'entremise de leur site Internet au saumonquebec.com ou par la page Facebook Saumon Québec. Deux étudiants en économie au cégep de Joliette organisent une levée de fonds le 8 avril prochain au profit de Moisson-Lanaudière et Daniel Yvon de CTRB a été à leur rencontre. À travers la technique, on a 2 événements à faire selon 2 pôles différents. L'année passée, c'était une foire commerciale à la galerie à Joliette. Cette année, il faut créer un événement là, vraiment en dehors de l'école. Soit, nous, on a décidé que le dialecte Moisson-Lanaudière, c'est un organisme qui nous tient à cœur. Dans le fond, il fallait représenter un organisme à but non lucratif.
C'est pour ça qu'on a décidé d'aller chercher Moisson Intérieure et puis de faire un événement à Berthierville pour aller chercher le plus de dons possible, le plus de gens possible. Je pense que le plus gros défi de cet événement-là, c'est vraiment toute l'organisation reliée autour, avant, pendant et après l'événement. Je pense vraiment que ça représente beaucoup de responsabilités, beaucoup d'assiduité. Je pense que c'est ça le plus gros défi. L'autre événement, c'est Hot Don. En gros, on va faire un petit contraste entre les mots. Ça va être dans le fond, une collecte de denrées non périssables ainsi qu'une collecte de fonds sous forme de vente de hot dog là, directement dans le parking là, du IGA là, au stationnement. Il faut à côté de la porte, le 8 avril, entre 10h le matin et 15h l'après-midi. Tout au long de cette journée-là, il va y avoir plusieurs produits là, à vendre, là, comme dans le fond des hot dogs, des chips, des petites bouteilles d'eau, des petites boissons gazeuses, dans le but de ramasser, là, comme j'ai dit, là, des fonds pour Moisson. Aussi, là, on va ramasser on va avoir des boîtes là, pour des denrées non périssables. Là. En gros, là, les gens qui vont faire l'épicerie vont pouvoir ramasser, par exemple, une canne de soupe qui est une denrée non périssable. Ils vont pouvoir la mettre dans une boîte là, en sortant de leur épicerie. Leur don va être fait. Depuis, on va avoir une machine là, pour, par exemple, les dons. On offre des reçus de commandite. Donc, il y a des compagnies qui veulent venir là, pour faire des plus gros dons. On va être là pour vous accueillir là, en grand nombre. Aussi, il va y avoir là, des Vox Pop, qu'on appelle. Là. Ça va être des petits quiz de la réponse sur le Moisson Intérieure. Ça va amener là, un petit côté interactif là, à notre collecte de dons. Parce que c'est ça, pour vous, c'est important. Moisson Intérieure, ça représente un organisme qui est impliqué dans... Oui, sans doute, c'est impliqué dans notre région, soit la Radière, puis honnêtement, il faut se dire, dans la vie, nous, par exemple, moi, je peux donner l'exemple de chez moi, pas de problème, je mange bien, mais ça, par exemple, mon voisin, ça peut pas être pareil. C'est pour ça qu'on a décidé d'encourager Moisson Intérieure qui fournit vraiment de la nourriture là, partout dans la région aux gens qui n'ont pas nécessairement les moyens là, de s'en offrir. Et toi, Charles? Suite à la visite des locaux de Moisson, on a vraiment été, moi-même, personnellement, j'ai été très impressionné de l'ampleur que ça avait. Je pensais pas que c'était autant gros, je pensais pas que c'était autant bien organisé. En plus, ils viennent en aide à des personnes en difficulté avec leurs employés, donc c'est vraiment un organisme qui est superbe. Il y a environ 500 personnes qu'on aimerait là, qui participent à notre événement, puis côté là, argent, un 2500 $ le minimum, c'est un objectif là, qui est réalisable. On souhaite aux gens qui donnent le plus possible. Là, parfait. Que vous soyez présents le 8 avril prochain. On va en parler. Merci. Okay. Merci. L'homme fort Hugo Girard s'entraîne au gymnase de Forestville lorsqu'il est de passage à sa maison dans son village natal de Sainte-Anne-de-Portneuf et Alain Manning de la Télé du Littoral était sur place. Le 14 mars dernier, Forestville recevait de la belle visite. Nul autre que Hugo Girard, qui était de passage dans notre localité. Ayant pris racine dans notre région, puisqu'il est devenu propriétaire d'une maison dans son village natal. Il habite sa propriété, qui se trouve à quelques kilomètres de Forestville. Très heureux de renouer ses liens avec son enfance, étant donné que sa mère habite toujours dans la municipalité. J'ai acheté une résidence à Sainte-Anne-de-Portneuf, donc je suis revenu dans mon village d'enfance. Puis ça me permet justement de revenir ici. Je viens avec mon garçon, puis d'y montrer ses racines, d'où ce qu'on vient. Puis j'ai la chance d'avoir un petit garçon qui aime ça venir ici, puis qui aime ça, les activités de plein air. Donc, on essaie de venir le plus souvent possible. Puis, étant donné qu'il y a un gym à Forestville, on n'a pas le choix parce que c'est pas parce qu'on s'en va quelque part qu'on arrête de s'entraîner. Donc, j'ai la chance de pouvoir venir m'entraîner puis de continuer ma routine normale. Puis, tout ça en venant sur la Côte-Nord, en profitant de l'air du fleuve et de la forêt. La population de la Côte-Nord a pu toujours garder un contact avec Hugo, étant donné ses apparitions à la télévision pour ses exploits d'homme fort. Il a été 5 fois champion canadien et 2 fois champion nord-américain, pour ne nommer que ceux-là. Dernièrement, on peut le voir à la télévision en tant qu'animateur dans les Rénaux d'Hugo sur la chaîne Casa et aussi 3-2-1 Barbecue sur la chaîne Zest. Malgré sa popularité télévisuelle, pour lui, l'entraînement est quelque chose d'important et qui continue de faire partie de sa vie. L'entraînement, c'est comme manger et respirer. Pour moi, c'est un besoin. Fait que je m'entraîne depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Donc, je me vois pas m'entraîner. Donc, ça fait partie de ma recette de succès. Ça fait aussi partie de mon mode de vie, mon style de vie. Donc, l'entraînement, la diète, la discipline. Donc, tout ça, mais c'est pas quelque chose que tu fais semblant. Tu le fais ou tu le fais pas. Puis, je le fais depuis tellement longtemps que pour moi, c'est rendu maintenant naturel.
Hugo est accompagné de son fils qui lui aussi participe à un entraînement. Il est donc très heureux de partager l'engouement de son père. En terminant, nous aurons sûrement la chance de revoir Hugo et son fils au gym de Forestville, puisqu'ils seront en mesure de nous faire des visites à n'importe quel moment de l'année, sa propriété étant un lieu de ressourcement pour lui et son garçon. Le festival Vue sur mer aura lieu du 13 au 16 avril prochain à Gaspé et on y présentera en ouverture le film « J'ai placé ma mère » du cinéaste Denis Desjardins. Marc Baird, de la télévision de Gaspé, l'a rencontré et a discuté avec lui du rôle des proches aidants auprès des aînés. Vraiment touchant, très troublant. La fin est assez poignante. Je suis encore sous le choc un petit peu. C'est une histoire personnelle, bouleversante, mais en même temps, c'est une page d'histoire du Québec qui n'est pas si lointaine. Même si ce film-là aborde un sujet qui est difficile, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse. Un film magnifique. C'est un film d'une grande humanité. Tout le monde devrait voir ce film parce qu'il fait tellement réfléchir, puis il est beau, puis il est humain. C'est un film à la fois intime et politique, et c'est toujours des films très puissants. Et pour la première fois, j'ai compris combien je t'aimais. N'oublie, n'oublie jamais. Un beau moment d'amour. Bon, on veillait pas tant que ça, hein, avant? On veillait pas tant que ça avant. J'adore ma mère. Elle nous a nourris, éduqués, cajolés. Ma sœur Maryse et moi. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin d'elle. Je vous appelle pour vous dire qu'elle est tombée quand même à 2 reprises aujourd'hui. Il va falloir localiser votre mère et va devoir faire une demande d'hébergement. Quand les résidents représentent trop de risques, les administrateurs de la résidence enclenchent les démarches de ce qu'ils appellent la relocalisation. Les chambres sont comme des cellules de prison, un parking en attente d'une place dans le réseau public. Allez-y voir faire un tour. Moi, je suis rentrée là, puis je sentais qu'elle allait faire du temps. Où est-ce que vous allez la mettre d'abord? Est-ce que vous allez l'amener chez vous? La demande d'hébergement sera fermée si vous refusez. Ils n'auront que 24 heures pour déménager notre mère. Moi, maman, je l'aime encore. Il n'y a pas de place ailleurs. J'ai l'impression d'abandonner un peu ma mère. Ma mère est coincée dans une unité ici avec 12 cas de coronavirus. Puis, il n'y a pas moyen d'y parler. Des milliers de personnes âgées sont mortes au Québec dans les centres d'hébergement, dont plus d'une centaine dans le CHSLD où j'ai placé ma mère. Qu'est-ce que vous me dites, c'est que son état s'aggrave, c'est ça? Mais là, c'est parce qu'elle pourrait s'améliorer aussi si elle entendait ma voix. Parce qu'elle croit qu'on l'a abandonnée, là. On se parle parce que du 13 au 16 avril prochain, il y a le festival Vue sur mer à Gaspé, du cinéma documentaire qui va avoir lieu. Puis tu vas y présenter en ouverture ton nouveau film « J'ai placé ma mère ». Mais juste avant qu'on parle de ce film en particulier, j'ai vu que tu t'es lancé dans une suite documentaire, je sais pas trop comment on peut appeler ça, là, qui touche aux aînés ou peut-être plus particulièrement à l'hébergement des aînés. Pourquoi est-ce que tu as choisi de traiter ce sujet-là dans le long métrage ou des web-séries? Ben, j'ai rencontré avec ma mère qui déménagé en résidence pour aînés, là, ce qu'on appelle les RPA. J'ai rencontré un réseau, un système de placement, d'hébergement qui m'a, je sais pas, rendu sceptique aussi par rapport à ce qui s'en vient pour les personnes âgées, parce qu'il y a un vieillissement de la population. Puis j'ai dû fréquenter avec ma mère au cours des films, là, puis j'ai rencontré avec ma sœur aussi des problèmes. On est des proches aidants, puis c'est ça, ça nous a questionné tout ce qui s'en vient pour nous, les aînés aussi. Alors, est-ce que tu voudrais nous faire un genre de synopsis ou nous faire un petit résumé justement de ton dernier film qui traite de ce sujet-là, « J'ai placé ma mère ». Oui.
Ben, c'est ça, ça a commencé un premier film qui s'appelle Le Château, où ma mère était en résidence pour aînés, jusqu'à temps que vers la fin du film, on découvre que là, le château, il rejette ma mère, et donc il faudra la placer. Puis c'est la suite, j'ai placé ma mère, sans être une suite, parce que dans le film, j'ai placé ma mère, on résume pas mal la situation des aînés, ce que vivent les gens qui sont en perte d'autonomie. À un moment donné, dans les résidences ou chez soi, ça fonctionne plus, et là, tu tombes au CLSC, puis les travailleurs sociaux, ils t'évaluent. Et là, ils disent souvent, ben, tu peux pas rester à l'hôpital, puis tu peux pas non plus retourner chez vous. Fait, il faut trouver un endroit qu'on appelle souvent soit les résidences intermédiaires ou les CHSLD, sont des endroits pour de soins à long terme, si on peut dire. Donc, j'ai placé ma mère, c'est le combat de ma sœur et moi pour s'assurer que notre mère aille dans un endroit décent. Et on apprend aussi, ça c'est tous les Québécois qui doivent le savoir, que tu as 24 heures quand tu reçois l'appel du CLSC. Tu as 24 heures pour aller dans la résidence. Puis nous, dans notre cas, on n'avait jamais vu la résidence. C'était compliqué, là. Puis on a réussi à la voir, mais on n'était pas heureux là, du tout d'envoyer notre mère là. Et là, ça a créé tout un imbroglio qu'on voit dans le film. C'est pour ça que tu décrivais cette étape comme rocambolesque, j'imagine. Est-ce que ton message que tu fais passer là, c'est pour démontrer un peu la difficulté ou les défis auxquels on peut se confronter quand on est rendu là? Ouais, ben oui, les 12 travaux d'Astérix, là, ben je veux dire, tout le monde ne vivra pas la même situation. Chaque famille, ça va être particulier selon la perte d'autonomie, selon le parent, la personne, la grande-parent, là, qu'on doit trouver un endroit. Et surtout, selon le coin où on est au Québec, le service c'est pas le même, les résidences sont pas les mêmes. Dans mon cas, c'est à Montréal, donc c'était comme des énormes polyvalentes, mais pour personnes âgées en perte d'autonomie. Puis beaucoup comme des nids à poules. À un moment donné, tu cherches le meilleur nid à poules parce qu'il y en a pas des super beaux, là. Fait que, il y en a peut-être qui sont mieux que d'autres. Alors, mais on te donne 24 heures, ça ne donne pas beaucoup de temps pour trouver puis chercher, là. J'ai vu que dans ce même registre là, on dit que tu es un cinéaste touche à tout là, puis j'ai été voir une expérience web là de www.2031.québec là. Là, c'est toute une ambiance là un peu futuriste. Et est-ce que toi tu penses qu'on va se rendre là? Ben, j'inviterais les gens qui nous écoutent à aller voir ce site web, mais est-ce que c'est comme genre tu projettes à quoi ça pourrait ressembler? Ben, c'est ça, l'idée de 2031.Québec, ça le dit, c'est que la date qu'on nous annonce, l'année, c'est 2031, où là, un quart de la population sera âgée de 65 ans et plus. On est comme les pays, comme le Japon ou certains autres vieux pays. On a rejoint un peu, on n'a plus une jeune population, puis l'espérance de vie, c'est une bonne chose, mais augmente. Ce qui fait que j'ai créé cette expérience-là que je dis de web fiction pour 2031. Où déjà en ce moment, on doit aller en ligne. On le voit là, avec la Société d'assurance automobile. Il faut tout faire en ligne, il faut avoir sa place, il faut s'enregistrer. C'est l'enfer pour les aînés qui n'ont pas d'habilité technologique. Alors, c'est un peu ce qu'on vit quand on va dans 2031.Québec. C'est comme une simulation de ce qu'un aîné va devoir affronter dans quelques années quand de moins en moins il y aura de personnel, puis de plus en plus d'informatique avec des systèmes, des algorithmes. Ils vont te classer là, selon vous allez le voir, c'est comme un jeu en même temps aussi, selon ton autonomie, selon l'argent que tu disposes. Et là, tu continues à vieillir dans ce système-là. Puis, toujours concernant ton travail, là, hier, c'est hier, je crois, le 23 mars, t'as sorti un nouveau court-métrage qui s'intitule Sur la piste des caribous. Je crois que c'était au Saguenay, c'est bien ça? Oui, je suis là présentement là, pour présenter le film. Il y avait 200 personnes hier pour la première. Et ensuite, je m'en vais à Gaspé. Pour l'ouverture, j'ai placé ma mère. Puis un peu presque pour la clôture, le dimanche, il y aura Sur la piste des caribous, qui est mon plus récent film. Là, je l'ai terminé cette semaine. Puis il a été présenté ici au Saguenay. C'était vraiment une belle ambiance. C'est intéressant. C'est une autre approche du vieillissement parce que c'est des gens qui ont fait le pays dans le coin ici, dans la région, et qui ont 90 ans autour et qui sont encore là à résister. Et grâce au fait qu'ils ont eu des enfants, là, c'est la question, est-ce que les enfants vont rester, vont s'en aller? Je pense que ça peut rejoindre aussi les gens de la Gaspésie. Quand il y a le travail, ils t'appellent ailleurs, ben, c'est ça, les personnes âgées, tes parents, ils restent au bout d'un rang. Alors, c'est un peu ça. Et les caribous, ben, c'est l'idée que
c'est une race en voie d'extinction. Donc, c'est un peu la piste que j'ai empruntée pour aller vérifier si les Québécois étaient des caribous ou où c'est qu'on peut aller, là. Surtout que, bon, dans le cas des caribous forestiers, c'est comme on coupe la forêt, ils n'ont plus d'endroit pour aller. Ils doivent aller de plus en plus au nord. C'est un peu le propos là, de ce court-métrage-là. Alors, est-ce que là, on est vraiment dans le registre des aînés, mais est-ce que tu vas continuer à travailler dans des projets qui vont toujours dans ce sens-là, ou tu t'explores d'autres horizons? Ouais, j'ai fait dans ma vie une trentaine de films, très peu sur des jeunes. J'ai fait un film tourné dans une polyvalente, mais où j'explorais la vie des ados et tout ça. Mais non, c'est depuis toujours, depuis 30 ans, j'ai commencé à m'intéresser. J'aime beaucoup les personnes âgées, ils ont des choses à raconter, ils ont vécu, comme souvent à 90 ans, tu as l'impression d'avoir vécu 1000 ans parce que tu as connu quasiment l'arrivée de la radio, l'arrivée de la télé, l'arrivée des automobiles, l'arrivée d'Internet, et ainsi de suite. Donc, c'est intéressant de voir le... Puis moi, je trouve que les Québécois, en tout cas, ont perdu un peu le lien avec leurs ancêtres. Et comme dans le film sur la piste des caribous, on voit que chez les Autochtones, l'ancêtre est encore une personne qu'on respecte et à qui on demande conseil, là. Puis, moi, j'aime beaucoup cet aspect-là, là. Moi, j'ai été élevé par mes parents, mais mes grands-parents étaient très proches. Puis je trouve que c'est important, ce lien entre les générations. J'explore ça encore, oui. Alors, tu vas être présent à Gaspé donc du 13 au 16 avril. On va pouvoir te croiser là, même te poser des questions. Toi, est-ce que tu as déjà fait ton tour de la Gaspésie? C'est quoi ton lien avec ça? Oui. Oui, non, écoute, mon père et ma mère, ils nous ont amenés là. On est allés partout en Gaspésie. Puis après, je suis allé par moi-même. Donc, j'avais une attirance. Il y avait plein de raisons, à part le fait que la mer, c'est splendide. Et c'est quelque chose qu'à Montréal, on a beau être sur une île, mais on est vraiment désespéré là, de retrouver cette étendue-là, les gens, l'accueil. Je le vois ici aussi au Saguenay. C'est des gens qui savent recevoir. C'est pour ça que j'ai hâte d'y aller, pour toutes ces raisons-là, puis aussi pour peut-être voir un prochain film, peut-être dans ce coin-là. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps, Denis, puis on se croisera sûrement dans le coin de Gaspé quand tu y seras. Oui, c'est du 13 au 16. Exactement. Avril. Exactement. Merci. Alors, c'est tout pour le Bulletin des régions. Cette semaine, on espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à la prochaine.